va se rendre tout de suite dans le Grand Nord canadien, lieu de résidence des Inuits et des Caribous, une région et des populations qui paient au prix fort le réchauffement de la planète. Résultat, l'hiver qui arrive trop tôt ou bien trop tard et la neige qui fond trop vite, un dérèglement climatique qui complique la vie des communautés. On regarde. C'est la seule route qui relie Umiaq au reste du monde. Mais depuis cet affaissement de terrain, ce petit village du Grand Nord canadien semble encore plus isolé. Pour les responsables du chantier, l'éboulement est dû à la fonte du permafrost. Le permafrost, ce sous-sol gelé présent partout dans les régions arctiques. Le dégel du permafrost, accéléré sous l'effet du réchauffement climatique, est devenu un sujet de préoccupation quotidien pour les 430 habitants de ce village inuit. Là, juste de l'autre côté de la rivière, il y avait des dizaines, des centaines même de caribous. Mais il n'y en a plus de caribous. On peut à peine en voir de temps en temps. Maintenant, l'eau de la mer se réchauffe beaucoup et du coup, les poissons vont nager plus profondément et ça devient de plus en plus difficile de pêcher. Chasse, pêche toujours plus difficile, hiver de moins en moins rigoureux et même canicule en été. Cette région subarctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Lucassi, qui enseigne la culture locale à l'école d'Umiaq, n'est pas vraiment surpris. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'un jour il n'y aurait plus de neige. Je ne croyais pas ce qu'elle me disait, mais aujourd'hui, je réalise qu'une partie de ce qu'elle prévoyait est devenue réalité. En hiver, la neige recouvre toujours la région et la mer continue de geler plusieurs mois d'affilée. Mais avec le réchauffement, les sous-sols deviennent instables et la construction de nouveaux bâtiments problématique. Avant, pour construire une maison, on coulait une dalle sur laquelle on bâtissait la maison dans la foulée. Mais elle bougeait et on se retrouvait avec de grosses fissures. Alors aujourd'hui, on a appris que c'était mieux si on coule la dalle et qu'on la laisse se stabiliser pendant au moins une année avant de construire dessus. Denis est ingénieur. Toujours entre 2 avions, il surveille le bon fonctionnement d'une centaine de stations de surveillance scientifique dans le Grand Nord. Selon lui, le changement climatique va modifier encore plus durement le mode de vie des Inuits. C'est à voir dans 10, 15, 20 ans, je veux dire, avec l'augmentation des arbustes, ça va possiblement avoir un impact plus réel sur eux avec l'augmentation des mouches, la diminution du nombre de petits fruits, parce que les populations locales dépendent beaucoup des petits fruits. Champions du changement avec leur déménagement régulier et les perpétuelles transformations de leur mode de vie, les Inuits font face, avec le climat, à un nouveau bouleversement. Toute la question est de savoir s'ils parviendront cette fois à le surmonter. Et avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama a pris une décision d'importance en matière d'environnement, celle de sanctuariser des millions d'hectares maritimes dans l'Atlantique et dans l'Arctique. Jonathan Serrero. En effet, le président américain a décrété l'interdiction des forages d'hydrocarbures, gaz ou pétrole dans de vastes zones du pôle sud et de l'océan Atlantique. Cela concerne 46 millions d'hectares d'eau arctique qui appartiennent donc au gouvernement fédéral américain et que ces 46 millions d'hectares d'étendue d'eau glacée abritent une flore et une faune en voie de disparition, notamment des ours polaires et des baleines boréales. Ce que souhaite surtout éviter Barack Obama, c'est le scénario d'une marée noire, car il est extrêmement difficile d'atteindre et d'intervenir dans cette zone de l'Arctique et qu'il s'agirait aussi d'une catastrophe écologique de grande ampleur. La décision vise aussi donc à sécuriser cette zone. Oui, mais voilà, dans un mois, Jonathan Serrero, eh bien, c'est Donald Trump qui prend les commandes de la Maison-Blanche et lui, il fait plutôt partie de la catégorie des climato-sceptiques. Oui, dans un mois, les choses changent aux États-Unis. Donald Trump a promis, surtout durant la campagne, de déréguler au maximum l'extraction pétrolière durant donc son mandat de 4 ans. Il n'a cessé aussi de remettre en question la réalité du changement climatique et la responsabilité de l'homme dans ce phénomène. En outre, ses différentes nominations aussi au
postes clés de l'administration américaine pourraient remettre en cause la décision prise par Barack Obama, notamment celle de Rex Tillerson, qui n'est autre que l'ancien président d'ExxonMobil au secrétariat d'État. ExxonMobil, l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, et surtout celle de Scott Pruitt à la tête de l'agence américaine de protection environnementale. Ce dernier n'est autre que l'un des plus grands avocats des compagnies pétrolières aux États-Unis. Il pourrait être tenté aussi d'infléchir donc la position de l'administration américaine. Mais Barack Obama a tout prévu et a prévu le coup. Pour prendre sa décision, il s'est appuyé sur une des lois votées en 1953, à savoir celle des terres du plateau continental, et qui donne au président américain le pouvoir irrévocable de protéger les eaux fédérales de toute extraction de gaz ou de pétrole. Grâce à cette loi, la protection des eaux est assurée dans le temps. Revenir donc sur cette loi pour la prochaine administration prendrait du temps et de l'argent aussi. Merci Jonathan. Et menacée par le réchauffement climatique, la glace est devenue une matière première précieuse pour les chercheurs. Ainsi, une équipe de scientifiques internationaux s'est rendue au sommet du Mont Blanc en France pour extraire de la glace et la conserver dans un congélateur naturel en Antarctique. Toutes les explications avec Andrea Benisti. Sur le flanc du Mont Blanc, drapé de sa robe d'hiver, un minuscule campement contraste avec le décor. À l'intérieur, des scientifiques venus extraire des échantillons de poudreuse. Au cœur de cette opération de carottage de la glace, un projet un peu fou, conserver les cylindres dans un réfrigérateur naturel appelé Antarctique. Plusieurs tonnes de glace sont extraites depuis quelques jours, destinées à indiquer le niveau de pollution en Europe. L'étude pour laquelle on utilise ce site-là est plutôt sur les indicateurs de la pollution. C'est assez intéressant d'avoir juste ces 200 dernières années à haute résolution, parce que c'est durant ces 200 dernières années qu'il y a eu lieu la révolution industrielle, qu'il y a eu le plus d'émissions de polluants dans l'atmosphère. Et donc on peut vraiment utiliser ce site-là pour travailler sur la pollution européenne. Ces cylindres de glace servent d'écrin pour de minuscules bulles d'air. Elles emprisonnent les impuretés qui témoignent de l'état de l'air sur plusieurs décennies. Les glaciologues extraient des tronçons d'1 mètre de glace. Brossés, découpés puis mesurés, les cylindres appelés carottes sont empaquetés dans un film plastique puis congelés avant d'être acheminés vers les différents centres d'analyse. L'extraction demande un travail d'orfèvre, parfois réalisé dans des conditions difficiles. La nature fait que la glace ne se laisse pas forer toujours comme on voudrait. Donc on a eu quelques petits soucis, on a dû adapter le carottier aux conditions qu'on a rencontrées. Donc on a eu des petits soucis mécaniques, on a eu des petits soucis aussi liés au mauvais temps. Parce qu'on a eu un petit passage de front froid qui nous a un peu ensevelis sous la neige. 30 cm de neige supplémentaires sont tombés il y a quelques jours sur le col du Dôme. Les chercheurs espèrent en extraire 3 à 4 tonnes cette année, en dépit des aléas climatiques. Et on va quitter les forages du Mont Blanc, on va partir sur la banquise de l'Antarctique avec vous, Samuel Calvo. On reste dans le froid. On reste dans le froid toujours, oui. Valérie, figurez-vous qu'un quart des émissions de dioxyde de carbone qui polluent l'atmosphère sont ensuite absorbées par les océans avec pour conséquence d'augmenter leur acidité. Il faut savoir que ce CO2 est encore plus soluble dans les eaux froides et qu'il entraîne donc une acidification des eaux polaires 2 fois plus rapide que celle des régions tropicales et tempérées. La division australienne de l'Antarctique a donc décidé d'attacher une caméra sur un véhicule téléguidé, on le voit sur ces images, et de le faire entrer dans l'eau via un trou percé dans la banquise. La mission de l'appareil est donc d'enregistrer les niveaux d'acidité, d'oxygène, la salinité et la température de l'eau pour étudier l'effet de cette acidification de l'océan austral sur la vie marine. On écoute un expert justement. La banquise qui recouvre la mer pendant 10 mois par an, parfois plus, permet à ces animaux de vivre dans un environnement relativement stable. Nous sommes en train de faire une expérience pour voir les effets de l'acidification de l'océan sur la faune marine de l'Antarctique. On étudie comment cette faune réagit à des niveaux de pH similaires à ceux qu'on attend en l'an 2100. Mais j'essaye de comprendre, Samuel Calvo, comment imaginer qu'il puisse y avoir une vie sous-marine avec une eau si froide? Oui, il est vrai que lorsque l'on pense à l'environnement marin de l'Antarctique, on a tendance à s'imaginer des espèces emblématiques comme des pingouins, des phoques ou des baleines. Mais non, l'habitat est en fait beaucoup plus étendu avec une biodiversité bien plus variée que ce que l'on pourrait croire. Il y a notamment des éponges et des araignées de mer, mais aussi des oursins et des concombres et même des étoiles de mer. On écoute encore une fois Glenn Johnston qui nous parle de cette biodiversité.
Quand on pense aux espèces de l'Antarctique, tout le monde pense pingouins, phoques ou baleines. Ce sont les espèces phares. Mais quand on va voir sous la glace, c'est là qu'on voit toutes les couleurs, toute la biodiversité, tous ces groupes d'êtres vivants. Et c'est vraiment un privilège et un plaisir d'aller sous la glace, en plongeant ou avec ce robot, pour récupérer ces images et commencer à comprendre cet environnement. Merci Samuel. Et la fonte de l'Arctique est l'une des manifestations les plus visibles du réchauffement climatique. Avec le recul de la glace, le pôle Nord est donc vu comme un raccourci prometteur pour le trafic maritime entre l'Asie et l'Europe. Mais naviguer dans les eaux polaires, ça reste assez compliqué. Regardez. À perte de vue, la glace barre le détroit de Penny à 1300 km au nord du cercle arctique. Impossible de contourner la banquise, il va falloir redoubler de patience. Ça va être assez difficile pour la Monson, même. Si on est dans un brise-glace, c'est de la glace de plusieurs années. Malgré les relevés satellites quotidiens et les radars embarqués, pour naviguer dans l'océan Arctique, rien ne vaut l'observation. Il y a moins de navires qui circulent, donc les données sont un petit peu moins, sont plus aléatoires. Il faut être prudent. On ne veut pas avoir de haut fond à notre nom, donc on reste dans les chemins battus. Mais la situation change. Avec la disparition récente des glaces en été, le passage du Nord-Ouest est désormais traversé par des pétroliers et des cargos du jamais vu. Cette nouvelle route maritime pourrait permettre aux armateurs d'économiser des dizaines de milliers de dollars à chaque trajet. C'est de plus en plus chaud d'année en année, et puis avec le résultat que la glace fond. Puis, la vieille glace qui résiste encore, on en voit des morceaux. D'ici quelques années, il n'en restera plus. En attendant une fonte totale, s'aventurer dans ces eaux polaires reste compliqué. La météo change à tout instant et il faut être prêt au pire. L'Amundsen, par exemple, est équipée de 6 moteurs ayant chacun la puissance d'une locomotive. De quoi se libérer de la banquise si nécessaire. Le ravitaillement, lui, est compliqué, donc mieux vaut avoir des frigos remplis pour des mois. Et tester la nourriture locale. Quand on va dans l'Arctique, souvent, quand on a une chance, on achète du poisson D'ici 15 ans, le quart du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie pourrait transiter par l'Arctique canadien en été. Mais pour surveiller cet immense territoire, le Canada ne dispose que de 6 brise-glaces. Une flotte qu'il faudra développer pour faire face à l'ampleur de la tâche.